la voilà, Françoise. Bonjour. Évidemment. On n'a pas les trompettes, mais presque. Hein. À la une ce matin, Françoise, évidemment, la bataille du rail. Oui, la nouvelle bataille du rail, selon Libération. La bataille du rail, plus sobrement. Hein. Ils sont pas pour le Figaro, c'est vrai, hein, ils sont pas foulés, c'est pas très original. La bataille du rail, grand film de Clément. René Clément, 1946. Voilà, bravo. Un point, Roselyne. One point. Alors qu'Édouard Philippe dévoile tout à l'heure à 10h, ce sera à suivre en direct sur LCI, sa méthode et son calendrier. Alors dans Libération, Laurent Geoffrin n'y va pas par quatre chemins. Il use et abuse de la métaphore ferroviaire. Ça va trop vite, inutile d'aller à la vitesse d'un TGV. Mais quand même, il dit une chose forte, la SNCF est un pilier de la République. Vouloir la réformer à la hussarde, c'est faire bon marché de cette dimension sociale et culturelle. Dans le Figaro, évidemment, c'est le son de cloche un peu différent. Gaëtan de Capelle le dit dans son éditorial ce matin, le statu quo est impossible. La SNCF a l'obligation de se transformer si elle veut réussir. Alors on en reparle, les amis, habituellement, du XXIe siècle, du nouveau monde, de la loi, de l'économie, cette tautologie qui dit que c'est pas ce qu'il faut le faire qu'il faut le faire. Vous voyez ce que je veux dire? Mais les pistes annoncées... Oui, enfin, c'est pas très clair, mais enfin... Non, voilà, la tautologie. Mais les pistes annoncées font grincer des dents. Les syndicats, bien sûr, sur la réforme du statut des cheminots et les usagers de ces fameuses petites lignes qui coûteraient si cher. Denis Thuriot, par exemple, le maire de Nevers, souligne toujours dans Libération l'importance du maintien des transports pour justement maintenir l'attractivité qui se perd de ces petites et moyennes agglomérations. Vous connaissez parfaitement le problème de ces villes moyennes. Donc ça veut dire que c'est la France des villes contre la France des champs, en quelque sorte. Y aura-t-il un grand soir, Françoise? Alors évidemment, les syndicats l'espèrent et menacent, notamment s'il y a recours aux ordonnances pour réformer. On le saura dans quelques minutes. Dans l'opinion, Cyril Lachèvre s'essaie à une métaphore sur le conte Pierre et le loup, qui sera donné, vous le savez, en présence d'Emmanuel Macron à l'Élysée jeudi. Dans l'œuvre de Prokofiev, on s'en souvient, je m'adresse à vous, ma chère Roselyne, Pierre capture le loup par surprise. Et le loup, évidemment, c'est qui? C'est Philippe Martinez, le leader de la CGT. C'est dans l'opinion, c'est pas moi qui le dis. Autrement dit, les loups ont des grosses moustaches. Voilà, bah écoutez, en tout cas des grandes dents. Autrement dit, mais ils sont un peu bébêtes, hein, selon Cyril Lachèvre. Enfin, tout ça reste dans la métaphore animalière. Autrement dit, en agitant le chiffon rouge des ordonnances, le gouvernement focaliserait l'attention sur la méthode, un piège dans lequel foncerait tête baissée, selon l'éditorialiste, les syndicats. C'est joliment tourné, hein, c'est à lire, mais je ne suis pas certaine que ça marche comme ça. Je suis pas sûr que ça va peut-être pas marcher, mais que ce soit fait dans cette idée-là. Je suis assez d'accord avec vous, ma chère amie. Alors, autre bataille réellement sanglante, cette fois celle de la bataille de Ghouta en Syrie. Oui, alors bombardée sans interruption malgré le cessez-le-feu voté à l'ONU samedi. Libération publie cette photo, je vous demande de la regarder, celle de Omar, qui est un petit garçon de 10 ans, qui a été blessé lors des bombardements hier. Les habitants dans le monde racontent leur calvaire via les réseaux sociaux. Et depuis hier, ces habitants évoquent des odeurs de chlore, des sensations d'étouffement. S'agit-il d'attaques au gaz toxique? Vous savez, la fameuse ligne rouge posée par Emmanuel Macron. Hier, en tout cas, Emmanuel Macron et Angela Merkel se sont entretenus sur cette question avec l'homme fort, l'homme clé, Vladimir Poutine, et un brin fataliste, Didier Rose, qui est l'excellent éditorialiste des dernières nouvelles d'Alsace, résume ce matin à sa façon le dialogue qu'il a imaginé. Poutine ne se gêne pas lorsque le duo Macron-Merkel en appelle à la raison de employer à nouveau la même méthode dilatoire. On en reparlera plus tard. Et plus tard, ce sera peut-être un peu trop tard, en fait. Eux, Françoise, il leur reste une semaine pour se départager. L'Italie, qui vote dimanche prochain pour élire son nouveau Premier ministre, dans un climat détestable. Oui, j'ai fait le choix ce matin vraiment de faire beaucoup d'international parce qu'on n'en parle pas assez. Ce qui se passe en Italie le 4 mars prochain sera déterminant pour la suite de l'Union européenne. Et on n'en parle pas. Pourtant, vraiment, bravo aux Parisiens qui commencent cette semaine à nous faire vivre chaque jour cette élection italienne, avec aujourd'hui zoom sur la Lega, le parti xénophobe absolument assumé, eurosceptique, populiste, c'est l'ancienne Ligue du Nord. Il caracole en tête avec son alliance avec Silvio Berlusconi des sondages. C'était inimaginable il y a encore deux ans, 38, 39%, peut-être même la majorité relative à 40%. Alors dans cette dernière ligne droite, raconte le reporter du Parisien, la Lega essaie de lisser son image et de faire oublier surtout qu'il y a 15 jours, un militant et un élu de son mouvement a mitraillé à l'arme automatique des réfugiés africains, parce que vous savez que l'Italie souffre des migrants, avant de faire le salut fasciste sur les marches du monument aux morts. Les Échos mettent également Silvio Berlusconi ce matin à la une, avec le retour possible du cavalier
81 ans, dans une campagne, je le redis, très tendue. Il va falloir qu'il force sur le maquillage. Hein. Et déjà, vous savez, je l'ai vu l'autre jour à la télévision italienne, on a le sentiment qu'il ne peut même plus il est bouger, comme une mais camionnette volée, hein. voilà, mais il assume complètement, il dit avec moi, je suis un homme fort, les Italiens savent où je suis, dans une campagne qui a été très tendue, je rappelle, en moins de 3 semaines, un militant d'extrême gauche poignardé à Pérouse, un militant d'extrême droite roué de coups à Palerme, une gauche en miettes, Renzi il sera très loin, la gauche est désunie, et puis l'ombre de Mussolini qui a été citée plusieurs fois dans cette campagne, qui plane. Ouais, seules émergent les promesses de campagne, je vous le donne en mille, chiffrées par un économiste italien à combien pendant cette campagne? 1000 milliards d'euros de promesses. Françoise, quand on aime, on ne compte pas. Oui, je suis d'accord avec vous. Et surtout, c'est Berlusconi. Alors là, il les distribue, c'est extraordinaire. Apparemment, ça marche. Un mot rapide, Françoise, de celui qui en a terminé, dit-il, avec les promesses de campagne. Ah ben oui, si vous l'avez raté hier dans le JDD, je vous la redonne, cette délicieuse interview d'Arnaud Montebourg, rangée des voitures de la politique, dit-il, et qui se lance dans l'élevage des abeilles et la culture des amandes, avec un chiffre étonnant. Je vous le donne aussi, il reste seulement 51 apiculteurs en France pour 1000 ruches. 1000 ruches. Pourquoi abandonner la politique? Car, dit-il, par l'entreprise, on peut faire ce que les élus n'arrivent plus à faire, brûler ce qu'on a adoré, avant peut-être d'adorer à nouveau, parce qu'avec Montebourg, on ne sait jamais. Merci Françoise Degois.